Alors, bonjour chers étudiants. Toujours dans le cadre de cet enseignement intitulé Droit du travail et de la sécurité sociale, nous avons abordé le premier chapitre qui portait sur le recrutement dans l'entreprise. Alors, le recrutement dans l'entreprise est matérialisé par la conclusion du contrat de travail. Nous allons le voir avec l'article 26 du Code du travail qui définit bien le contrat de travail comme un accord de volonté par lequel une personne s'engage à accomplir des actes matériels de nature professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne qui s'oblige à lui payer en contrepartie une rémunération généralement en argent appelée salaire. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne qui s'engage à mettre son activité humaine, professionnelle, intellectuelle, au profit d'une entreprise, alors celui-ci doit travailler sous la direction et sous l'autorité de l'employeur. Ça veut dire que l'employeur a le pouvoir, il doit travailler sous les instructions de l'employeur, il doit travailler sous les recommandations de l'employeur, sous l'autorité. Ça veut dire que le travailleur doit travailler sous le pouvoir autoritaire de l'employeur. Ça veut dire qu'il doit suivre les directives. Il ne doit pas, en aucun cas, peut-être évoluer avec le caractère de subordination. Vous devez respecter votre employeur. L'employeur, en retour, s'oblige à lui payer une contrepartie, généralement en argent appelé salaire. Comme on le dit, on a l'habitude de le dire, que tout travail mérite un salaire. La signature du contrat de travail est l'aboutissement d'un processus qui commence par la phase préparatoire. Alors la phase préparatoire, c'est une phase qui vient avant la formation ou la conclusion du contrat de travail. Cette phase préparatoire est la suite logique de la formation ou la conclusion du contrat de travail. De manière générale, les entreprises sont réticentes vis-à-vis des personnes qui sollicitent pour une fois l'emploi dans leur structure. C'est pourquoi elles exigent aux chercheurs d'emploi de passer un temps. Ça veut dire que la préparation du contrat de travail, c'est une période test où le travailleur doit passer un moment dans l'entreprise. Ça peut être un stage professionnel de 6 mois, où ces 6 mois-là vont permettre à l'entreprise de jauger vos compétences et vos aptitudes à travailler ou voir si vous n'êtes pas bon ou pas. C'est ça, cette période test. Cette période test peut être renouvelée. Le cadre juridique de la période probatoire. Nous avons le contrat d'apprentissage. L'article 5 du Code du travail congolais de 1975 le définit bien comme un contrat par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole ou artisanal ou un façonnier s'oblige à donner ou à donner une formation professionnelle, méthodique, complète à une autre personne et par lequel celle-ci s'oblige en retour à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. Ça veut dire que vous êtes dans le cadre d'une formation, c'est comme une formation, on vous prépare à travailler. Mais vous, en travaillant, en passant vos tests de l'entreprise, ça peut être un stage professionnel, vous développez des aptitudes qui permettent le bon fonctionnement de l'entreprise. L'employeur, dès qu'il remarque que vous avez des aptitudes qu'il faut, en ce moment-là, l'employeur peut s'engager à vous faire signer un contrat de travail. Alors, le cadre juridique de la période probatoire, nous avons aussi bien le cité, c'est l'article 5 qui parle du contrat d'apprentissage. À côté du contrat d'apprentissage, nous avons le contrat de formation. On le voit bien souvent avec les métiers de la magistrature, à l'ENAM par exemple. Lorsque vous faites le concours de l'ENAM, vous passez ce concours-là. Alors, l'ENAM, vous êtes inscrit à l'ENAM. L'ENAM va vous former pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, au bout de 2 ans, là, vous faites une formation, vous suivez les cours. On va vous évaluer. À la fin de la formation, vous êtes directement engagé dans le corps magistral. Vous êtes engagé, contrat de formation. Exemple encore, à titre encore d'exemple, nous avons
le concours de la BEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Il procède de la même manière. On vous prend, on vous forme. Vous passez d'abord le concours. Dès que vous êtes admis au concours, on va vous former pendant une période. Pendant cette période, vous êtes déjà engagé. Alors, vous passez votre formation au sein de la banque. Après cette formation qu'on appelle la période test, dès que la banque constate que vous avez des aptitudes, vous êtes apte à travailler, la Banque centrale va vous faire signer un contrat de travail. Alors, ce contrat, pour qu'il soit valable, un contrat de travail doit observer un certain nombre de conditions. Nous avons les conditions de fond. Ce sont les conditions qu'on ne peut pas toucher. Ce sont les conditions qu'on ne peut pas toucher. Parmi ces conditions de fond, nous avons le consentement. On le sent, on ne peut pas toucher le consentement. Ça veut dire que vous avez dit oui. Vous acceptez de signer le contrat de travail. Vous devez le signer vous devez le signer librement. Un contrat de travail qui est signé sous la contrainte, sous une menace, le contrat ne sera pas valable. Donc ça veut dire que vous devez consentir à ce contrat-là. La capacité, vous devez avoir les aptitudes, vous devez être capable de travailler. Un enfant ne peut pas signer un contrat de travail, un enfant de moins de 18 ans ne peut pas signer un contrat de travail. L'objet du contrat, cet objet-là doit être licite. Vous ne pouvez pas signer un contrat pour la vente, par exemple, des immeubles, c'est interdit, c'est contre l'ordre public et les bonnes mœurs. La cause du contrat doit être, vous devez signer pour une bonne, vous devez respecter les bonnes mœurs. Alors, les conditions de forme, selon le code du travail, les contrats de travail sont librement passés. Ça veut dire que vous devez les passer librement. Il n'y a aucune forme qui est exigée. Ce qui signifie aucune forme n'est requis pour la validité du contrat. La validité du contrat. En clair, le contrat de travail peut être verbal ou écrit. C'est l'expression du principe du consensualisme. Ça veut dire que vous devez consentir pour la conclusion de ce contrat de travail. Donc, les conditions de fond, nous avons le principe du consensualisme. Nous avons les contrats doivent être librement signés. Section 2, nous avons évoqué les caractéristiques du contrat de travail. Alors, le contrat de travail a deux types de caractéristiques. Nous avons les caractéristiques secondaires et une caractéristique principale. Les caractéristiques secondaires du contrat de travail. Le contrat de travail est d'abord, en principe, il est d'abord un titre personnel. Ça veut dire qu'en considération de la personne du parti, c'est vous qui allez signer le contrat de travail. Vous ne devez pas l'exécuter. Une autre personne ne doit pas le faire à votre parti, vous-même. Le co-contractant doit accomplir ses prestations. Cela signifie qu'il est conclu à titre personnel, en considération de la personne du travailleur et de l'employeur. Par conséquent, le travail ne peut se faire remplacer à son poste par un ami ou un membre de la famille sans autorisation préalable de l'employeur. Ça veut dire que si vous voulez vous faire représenter par un membre de votre famille, vous devez demander l'autorisation à votre employeur. S'il dit non, vous devez le faire vous-même. S'il dit oui, à ce moment-là, cette personne-là va le faire à votre place. Le contrat de travail est à titre individuel. Ça veut dire qu'il n'est pas gratuit. Vous travaillez pour avoir quelque chose à la fin. Ça veut dire qu'à la fin de ce contrat-là, à la fin de votre prestation, lorsque vous accomplissez les prestations, pendant la période du contrat, pendant la vie du contrat, la période d'exécution, la période d'exécution, vous devez payer à la fin. Voilà pourquoi on dit qu'il est à titre individuel. La prestation du travailleur est obligatoirement rémunérée par l'employeur qui en profite. Le contrat de travail est synalagmatique, ce qui veut dire que ce contrat-là fait naître des obligations de part et d'autre. Chacun a une prestation à accomplir. Le contrat de travail encore, il a une certaine mesure un contrat d'adhésion. Pourquoi il est un contrat d'adhésion? Parce que les clauses, la majorité des dispositions sont prévues par la loi. La loi a tout prévu. Comment est-ce que vous allez marcher? Voilà pourquoi on dit qu'il y a un contrat d'adhésion, parce que vous venez à adhérer. Vous adhérez, vous venez juste signer, tout est déjà préparé, vous venez, vous signez. À côté des caractéristiques secondaires, nous avons une caractéristique principale, qui est le lien de subordination. Parce que l'article 26 vous dit bien, le travailleur s'engage à donner son activité professionnelle intellectuelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne, qui est l'employeur. Ça veut dire que vous devez travailler, vous avez un lien qui vous lie à votre employeur, ce qu'on appelle le lien de subordination. L'article 26 du Code civil qui définit le contrat de travail
faire ressortir trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est le travail. Le second, c'est le salaire. Et le troisième élément, c'est le lien de subordination. En ce qui concerne le dernier, le Code du travail dispose que le salarié accomplit sa prestation sous l'autorité et la direction d'un employeur. En clair, le travailleur est placé sous les ordres de l'employeur et doit exécuter sa tâche conformément aux instructions reçues par ce dernier. La subordination du travailleur est à la fois juridique et économique. Pourquoi juridique? Pourquoi économique? En vertu de la subordination juridique, l'employeur est habilité à donner des instructions, à donner des ordres au travailleur, qui à son tour doit les exécuter, doit s'y conformer. De la même manière, son employeur, de la même manière, dans le même sens plutôt, l'employeur gère la carrière du travail, c'est lui qui gère votre carrière au sein de l'entreprise. L'employeur a une faute, la désobéissance constitue une faute lourde. Lorsque vous désobéissez à votre employeur, ça constitue une faute lourde. Parce que dans le cas du contrat, dans le cas de la relation professionnelle entre l'employeur et l'employé, nous avons trois types de fautes. Nous avons la faute simple, nous avons la faute grave et la faute lourde. La faute lourde, c'est celle-là où, lorsque vous la commettez, vous ne bénéficiez pas d'un délai de préavis. Parce que lorsqu'on veut vous licencier, on doit respecter un délai de préavis. Ça concerne la faute simple et la faute grave. On doit respecter un délai, la faute simple, on doit respecter un délai de préavis. On doit vous donner un délai de préavis par rapport à votre ancienneté et par rapport à votre catégorie de l'entreprise. Alors, lorsque vous évoluez par la désobéissance à votre employeur, ce fait-là constitue, la désobéissance constitue une faute lourde, motif légitime de licenciement. On vous licencie, vous n'avez pas le droit, vous ne bénéficiez pas d'un délai de préavis. Vous ne bénéficiez pas aussi de ce qu'on appelle les indemnités rattachées au licenciement. En vertu de la subordination économique, le travailleur vit essentiellement de son salaire, qui est la contrepartie de sa prestation au sein de l'entreprise. Alors, à côté des caractéristiques, la troisième section, nous avons abordé ce qu'on appelle les formes de contrat de travail. Alors, le contrat de travail, nous avons les formes classiques ou atypiques du contrat de travail. Nous avons le contrat à durée déterminée. Nous avons le contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée, c'est un contrat où les termes sont fixés à la base par les parties. Ça veut dire que vous décidez de travailler pour 3 mois, 6 mois, 8 mois ou 2 ans. Ce contrat-là ne doit pas excéder. Le terme de ce contrat ne doit pas excéder 2 ans. C'est un contrat qui commence à 3 mois, qui s'arrête à 2 ans. Ça ne doit pas dépasser 2 ans. Mais, toutefois, ce contrat à durée déterminée est renouvelable. Renouvelable une seule fois. Ça veut dire que si vous avez signé un contrat de 3 mois, après les 3 mois, vous avez le droit de renouveler. Vous avez le droit de renouveler ce contrat-là. Vous travaillez encore. Ça veut dire qu'il ne peut pas être renouvelé 2 fois. Alors, à côté du contrat à durée déterminée, nous avons le contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée, comme son nom l'indique, c'est un contrat où le terme n'est pas fixé à l'avance par les deux parties. Par conséquent, il peut s'éteindre, il peut cesser à tout moment. Ce contrat-là peut prendre fin à tout moment, à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du travailleur. L'article 39 du Code de travail congolais de 1975 le définit comme le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. La loi oblige la partie qui prend l'initiative volontairement de la rupture de ce contrat-là à respecter le délai de préavis et à notifier à l'autre partie le motif de la rupture. Ça veut dire que lorsque l'employeur décide de rompre, de mettre fin à ce contrat, l'employeur doit notifier au travailleur. Il doit lui notifier le motif sur lequel il est licencié ou le motif sur lequel plutôt ce contrat est rompu. L'employeur doit respecter un délai de préavis. Comme je l'ai dit, ce délai-là dépend de votre. Le délai-là dépend de votre ancienne catégorie, dans l'entreprise de votre ancienneté. Au Cameroun, par exemple, nous avons la loi numéro 15 PS du 26 mai 1993 est variée en fonction de la catégorie d'ancienneté du travailleur. Alors, pour les catégories de 1 à 6,
Pour les moins d'un an dans l'entreprise, vous avez droit à 15 jours. Ce délai-là va vous permettre de trouver un autre emploi. Mais pendant la période de ce délai-là, vous bénéficiez d'un jour par semaine où vous allez, ce jour-là, vous n'allez pas travailler dans l'entreprise. Alors, dans ce type de cas, le contrat n'est pas suspendu, le contrat continue. Mais vous avez juste un délai pour libérer. C'est comme lorsque vous vivez dans une maison. Vous avez un contrat de location, vous avez un contrat de bail. Vous vivez dans une maison. Vous vivez dans une maison. Lorsque vous et votre, vous et votre bailleur, le bailleur décide de rompre le contrat, on doit vous donner un délai de préavis. Ce délai-là va vous permettre de chercher une autre maison. C'est comme dans le contrat de travail. Lorsque le contrat va à la fin, lorsque vous voulez, l'une des parties veut mettre fin à ce contrat, il doit respecter un délai de préavis. Ce délai-là vous permettra de chercher un autre boulot. L'employeur doit respecter. Donc pour les catégories de 1 à 6, nous avons, pour les moins d'un an, c'est 15 jours. Entre 1 et 5 ans, c'est un mois. Plus de 5 ans, c'est 2 mois. Ça, c'est pour le cas du Cameroun, parce qu'on doit faire ce qu'on appelle l'emprunt du droit. On va un peu regarder ce qui se passe ailleurs par rapport à nos réalités. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Vous allez certainement le voir dans le cours support physique. Alors, la particularité du droit des contrats, et la particularité plutôt du contrat à durée indéterminée, réside dans le droit de résiliation unilatérale reconnue des parties. Ça veut dire chacun, si ils sont mal à l'aise, s'ils voient que non, tu ne peux plus continuer ce contrat, vous avez le droit de mettre fin à ce contrat. Voilà pourquoi on dit que le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment, soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié. À côté des contrats, le contrat classique, nous avons le contrat typique du travail. Nous avons le contrat typique du travail. Dans ce type de contrat, nous avons les contrats saisonniers, nous avons les contrats occasionnels, les contrats temporaires. Vous allez le voir dans le cours le support physique. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler maintenant sur le second chapitre qui porte sur l'exécution du contrat de travail. Comme je le dis toujours, un contrat est comme une personne qui naît, qui vit et qui meurt. Le contrat n'est pas la conclusion. La conclusion, c'est la signature. Dès lors que les parties apposent leur signature, ça veut dire que le contrat est né. La vie du contrat, c'est l'exécution. Le contrat a une vie. Comme on le dit, le contrat a durée indéterminée ou à durée déterminée. C'est ça la vie du contrat. Le contrat a vie. Le contrat est vie. Chacune des parties doit accomplir sa prestation. Alors, aujourd'hui, nous allons voir maintenant l'exécution du contrat. Comment le contrat de travail vit. Le contrat de travail est passé et est par essence plutôt un contrat synalagmatique. Pourquoi? Parce qu'il fait naître des obligations de part et d'autre. Dans le cadre de l'exécution, chacune des parties va commencer à accomplir ses obligations. Dans le cadre du contrat de travail, l'employeur qui vous a fourni, il avait l'obligation de vous fournir du travail et de vous payer votre argent, d'assurer votre sécurité, de votre hygiène. Alors vous, en retour, vous allez accomplir la tâche qui vous a été confiée avec diligence et avec probité. Alors, le contrat de travail est par essence un contrat synalagmatique parce qu'il crée des droits et des obligations à l'égard des deux parties contractantes. Ainsi, convient-il d'étudier l'exécution du contrat de travail, section 1, et son exécution par le travailleur. Donc, ça veut dire qu'on travaille, on commande d'abord par l'exécution du contrat de travail par l'employeur. L'employeur, nous allons voir dans cette exécution, nous allons voir ses pouvoirs. À quel niveau nous allons voir ses pouvoirs. Nous allons voir les limites. Il ne doit pas déborder tel ou tel aspect. Il doit respecter ses pouvoirs. Il a le pouvoir de direction ou de gestion. Il a le pouvoir réglementaire. Il a le pouvoir disciplinaire, d'où il doit infliger les sanctions. Nous avons les obligations de l'employeur, les obligations dans le domaine du travail et les obligations dans le domaine de la sécurité sociale. Alors, l'exécution du contrat de travail par l'employeur. L'employeur est une personne physique ou morale qui conclut le contrat de travail avec le salarié. Il peut s'agir d'un établissement ou d'une société. Lorsque l'employeur est une personne morale, il est représenté dans les actes de la vie civile par le chef d'entreprise qui agit en ses lieux ou place. Ça veut dire quoi?
Nous avons deux types de personnes en droit. La première personne, c'est la personne physique, qui nous sommes, qui vous êtes. Mais non, la seconde personne, qui est la personne morale, c'est une entreprise, c'est une entité. Ça peut être un État, ça peut être un État, ça peut être une entreprise ou une société. La personne morale ne peut pas se déplacer. Une entreprise ne peut pas se déplacer pour aller signer contre un non, c'est pas ça, c'est faux. Ça veut dire que l'entreprise est dirigée par un chef d'entreprise. C'est ce chef d'entreprise-là qui va subroger, qui va remplacer, qui va prendre, qui va signer les actes d'état civil, le contrat à la place de la personne morale qui est l'entreprise. Alors, ce dernier est nécessaire à une personne physique. Il peut s'agir du PDG ou du DG, des associés à une responsabilité limitée. Des sociétés à une responsabilité limitée qui est la SAM et des sociétés anonymes. Et les sociétés en nom collectif. Les droits et les devoirs de l'employeur sont ainsi exercés par le chef d'entreprise. Votre employeur, c'est votre entreprise. Ça veut dire qu'il est représenté par le chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui vous confie le poste à la place de la société. Paragraphe 1. Les pouvoirs du chef d'entreprise. Les pouvoirs du chef de l'entreprise. Le chef d'entreprise exerce trois importantes prérogatives. Trois importantes prérogatives. Il a le pouvoir de direction, il a le pouvoir réglementaire et il a le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir de direction ou de gestion. En vertu de ce pouvoir, le chef d'entreprise assure la bonne marche de l'entreprise. Ça veut dire que le bon fonctionnement, c'est lui qui doit assurer que cette entreprise doit bien marcher. C'est lui qui assure le bon fonctionnement de l'entreprise. Il est le responsable de la direction économique et de la direction des hommes. Ça veut dire qu'il gère la carrière, il gère les finances, il gère la carrière, il gère la production, il gère les finances, il gère la carrière des employés. La direction économique est assurée à travers la prise des décisions qui permettent de mettre en œuvre la fonction productive du capital. Il est habilité à prendre des mesures d'organisation et de réorganisation des services d'entreprise. Le chef est juge des options stratégiques et il prend à cet égard des mesures dictées par l'intérêt de l'entreprise. Ça veut dire qu'il juge, il doit juger quelles sont les stratégies, les bonnes stratégies pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est lui qui doit juger. Lorsqu'il met en place des stratégies, il doit juger non. Cette stratégie-là peut marcher par rapport à nos attentes. C'est lui le juge des options stratégiques. Alors, toutefois, dans les économies modernes, les travailleurs sont davantage impliqués dans la prise des décisions relatives à la gouvernance des entreprises. Ainsi, les chefs d'entreprise sont-ils appelés à consulter les instances représentatives du personnel pour les décisions relatives au bon fonctionnement et à la pérennité de l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'employeur, le chef d'entreprise, dans les économies modernes, va vers le groupe de travailleurs ou le syndicat des travailleurs pour discuter des stratégies qu'il juge qui sont bonnes pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il vient voir le groupe de personnel, vous discutez, vous donnez vos avis. Ça, c'est dans les économies modernes. La direction des hommes est assurée par la prise des mesures d'ordre individuel et collectif. Le chef d'entreprise décide du recrutement du travailleur, assure la gestion de sa carrière, peut le promouvoir, le muter et même le rétrograder en cas de faute et le licencier pour insuffisance professionnelle. Ça veut dire que le chef d'entreprise, c'est lui qui gère la carrière. Il prend des mesures d'ordre individuel et collectif. C'est lui qui gère le recrutement. C'est lui qui assure la gestion de la carrière. Il gère votre carrière. C'est lui qui peut vous muter à des nouvelles postes, à des nouveaux postes plutôt. C'est lui qui peut vous muter à des nouvelles fonctions. Et même rétrograder si vos performances dans l'entreprise ne sont pas bonnes. Il peut vous rétrograder. Si vous étiez peut-être directeur, il peut vous enlever au poste du directeur, vous redevenez agent simple. Si vous êtes agent simple et que vous travaillez bien, il peut vous muter, il peut vous nommer à des fonctions un peu plus hautes.
Alors, il est seul juge des aptitudes et de la compétence professionnelle des personnes travaillant dans l'entreprise. En ce qui concerne les mesures d'ordre collectif, le chef d'entreprise est habilité à mettre, à mettre les travailleurs au chômage technique si les circonstances l'exigent et même à les licencier pour motif économique. Vous êtes dans le cadre vous êtes dans une entreprise, vous travaillez pendant à un certain moment. Votre entreprise ne produit plus comme il fallait. Donc, le chef d'entreprise peut vous mettre en chômage technique. Le chômage technique, ça veut dire qu'on va vous demander d'attendre un moment que l'économie, la partie productive de l'entreprise ou les finances de l'entreprise redeviennent au niveau où l'entreprise peut gérer, peut payer les salaires de tout le monde, peut gérer le bon fonctionnement de l'entreprise. Je prends l'exemple, par exemple, de la SGC, qui à un certain moment n'avait plus les moyens. On n'avait plus les moyens de gérer tout le personnel. Et GC avait mis beaucoup de personnel au chômage technique. D'autres même étaient licenciés. Ici au Congo, d'autres ont été licenciés. Il convient de relever que les mesures d'ordre collectif sont strictement encadrées par le législateur pour éviter les abus. Alors, à côté du pouvoir À côté du pouvoir de direction ou de gestion, nous avons le pouvoir réglementaire du chef d'entreprise. En vertu de ce pouvoir, le chef d'entreprise élabore le règlement intérieur d'abord. C'est lui qui élabore, c'est lui qui fait le règlement intérieur. Les circulaires, les notes de service applicables à l'ensemble du personnel. Alors, c'est lui qui élabore le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un texte qui organise le fonctionnement de l'entreprise. C'est lui qui, c'est comme une conduite, c'est lui qui donne la conduite à tenir de chaque employé, des employés. Comment est-ce que vous allez travailler? Et quelles sont les heures sur lesquelles vous devez travailler? C'est lui qui réglemente le fonctionnement de l'entreprise. Le règlement intérieur, il est fait par le chef d'entreprise. À côté de ça, c'est lui qui élabore les circulaires, la note de service applicable à l'employeur personnel. Il s'agit, dans l'ensemble des textes, il s'agit, dans l'ensemble des textes permettent le bon fonctionnement de l'entreprise et qui constitue le code de conduite. Ça, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un ensemble de textes qui permettent le bon fonctionnement de l'entreprise et qui constitue le code de conduite des travailleurs. C'est le règlement intérieur qui organise le fonctionnement, qui organise la conduite des travailleurs dans l'entreprise. Le plus important de ce texte, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur est l'ensemble des dispositions établies par le chef d'entreprise en vue de préciser les règles relatives à l'organisation du travail, aux normes et à la procédure disciplinaire, ainsi qu'aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité du travail. Donc, c'est cet instrument-là, qui organise, c'est cet instrument-là qui organise, comment dirais-je, qui précise ou qui organise le travail. C'est cet instrument-là qui précise les normes et la procédure disciplinaire et les prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité du travail. Il s'agit du code de conduite qui définit à la fois les fautes, les sanctions et les sanctions disciplinaires. Pour éviter que le règlement intérieur ne devienne un outil d'oppresseur entre les mains de l'employeur, le législateur congolais a encadré son élaboration. Ça veut dire que lorsqu'un employeur élabore le règlement intérieur, ce règlement-là, il doit, avant qu'il entre, qu'il soit effectif, il doit passer par l'inspecteur du travail, qui est le contrôleur du travail. Ça doit passer par l'inspection du travail. L'inspection du travail, à son tour, doit vérifier que ce règlement intérieur est conforme au code du travail, est conforme aux pratiques du travail. Alors, à ce moment-là, quand il finit de lire, il voit que ce règlement est conforme aux, aux usages et au code du travail, il appose un visa.
il appose une signature, il donne un visa, il dit ok, c'est bon, vous pouvez utiliser ce revenu. Dès lors qu'il n'est pas conforme aux usages, aux pratiques du travail ou au code du travail, il n'appose pas son visa, il demande à l'employeur de revoir ce texte-là. Alors, après la préparation du projet, le règlement intérieur par l'employeur, ce dernier doit le soumettre au délégué du personnel et au bureau syndical s'il en existe pour leur avis et à l'inspecteur du travail territorialement compétent pour son visa. Alors, le chef d'entreprise qui a le pouvoir réglementaire, qui a le pouvoir d'élaborer les textes pour le bon fonctionnement de l'entreprise, il prépare d'abord le projet. C'est comme on dit souvent le projet de constitution. Ça doit passer par le Parlement. Le Parlement doit, lui, si c'est conforme, ou si c'est conforme si ce projet-là est conforme à nos pratiques ici, si ce projet-là est conforme au fonctionnement du pays et aux lois et aux conventions qu'on a signées avec les pays voisins ou avec les entités internationales, alors ce projet-là, l'Assemblée va voter ce projet-là, va passer par ce qu'on appelle à la Cour constitutionnelle pour la constitutionnalité des lois. Dès que c'est bon, on adopte et on le promulgue. Alors, c'est comme le règlement intérieur. Dès qu'il est élaboré, dès que ce projet est élaboré, ce projet doit passer par les délégués du personnel et au bureau syndical, s'il en existe, et ensuite par l'inspecteur du travail territorial et l'officier du travail compétent qui doit poser son visa. Le visa de l'inspecteur du travail est une formalité substantielle. Il permet à ce dernier de s'assurer que les dispositions du projet de règlement intérieur sont conformes à la législation du travail. Dès qu'il n'est pas conforme, on doit le rejeter. Ainsi peut-il exiger le retrait ou la modification de certaines dispositions. Donc, il peut demander à ce que qu'on revoie certaines dispositions, qu'on le modifie pour qu'il soit conforme à la législation du travail, qui est le code du travail. Le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise. En vertu de ce pouvoir, le chef d'entreprise est habilité à infliger des sanctions aux travailleurs qui commettent des fautes. Comme je vous l'ai dit, vous travaillez sous la direction et l'autorité de l'employeur. Vous devez respecter les instructions. Vous devez travailler, vous devez accomplir vos tâches avec diligence et probité. Alors, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, ce chef d'entreprise, lorsque vous commettez une faute, il va vous infliger des sanctions. Ces sanctions-là sont généralement prévues dans le règlement intérieur. Alors, généralement, les fautes, on a trois types de fautes, comme je l'ai dit. Il y a la faute simple. La faute simple, lorsque vous commettez une faute simple dans le cadre de vos services, votre employeur va vous demander des explications. Il y aura va vous demander des explications, des explications. Lorsque vous insistez où les explications sont floues, on va vous donner certainement une mise à pied. Au fur et à mesure, c'est un long processus. Alors, la faute grave et la faute simple, lorsqu'on va vous licencier, vous avez droit au délai de préavis, vous avez droit aux indemnités liées rattachées au licenciement. Mais souvent, la faute simple, c'est souvent rare qu'on licencie et que le salarié fasse l'objet d'un licenciement. Mais la faute grave et la faute longue, plutôt, ça c'est carrément le licenciement. Mais la seule différence que la faute grave, vous avez droit au délai de préavis, vous permettre de trouver un autre emploi. Votre employeur doit vous payer les indemnités rattachées au licenciement. La faute lourde, quant à elle, vous n'avez, c'est directement, c'est une cause légitime, vous licenciez. Alors, généralement, les fautes et les sanctions disciplinaires sont prévues par le règlement intérieur. Il existe trois catégories de sanctions. Sanctions morales, sanctions professionnelles et sanctions pécuniaires. Alors, la sanction morale, il s'agit de l'avertissement. Comme je vous l'ai dit, on va vous demander des explications. On va vous donner l'avertissement verbal ou écrit, du blâme, avec où sont les inscriptions au dossier de la réprimande. Ça veut dire quoi?
Lorsque vous commettez une faute simple, votre employeur peut vous donner des avertissements et va vous donner un avertissement verbal, soit écrit, soit il peut vous blâmer. Mais il ne doit pas inscrire cette faute-là, cette faute morale, il ne doit pas inscrire cette faute-là dans votre dossier. Parce que s'il l'inscrit, dès lors que vous êtes licencié, en tout cas, aucune entreprise ne pourra plus vous prendre parce que vous avez déjà commis quelque part. Nous avons, ça c'est la sanction morale, ça veut dire qu'on peut vous donner un avertissement verbal, on peut vous blâmer, on peut vous réprimander. Alors, la sanction professionnelle, quant à elle, elle touche, les sanctions professionnelles touchent à la carrière du travail. Il s'agit du retard, ça c'est du retard à l'avancement, du retard à l'avancement, du détachement ou de la mutation du travailleur, de la rétrogradation et du licenciement. Ça c'est une sanction professionnelle. Ça veut dire que on peut, dans une certaine mesure, vous muter. On peut dans une certaine mesure vous rétrograder. Ça veut dire que si vous étiez chef, vous descendez, vous devenez agent simple. Et on peut aussi vous licencier. Ça, c'est une sanction professionnelle. Dans la sanction pécuniaire, l'employeur n'est pas autorisé à infliger une amende au travailleur. Ça veut dire que lorsque vous commettez une faute, on ne peut pas vous demander de payer pour compenser la faute. Non, ça s'interdit par la loi. Toutefois, une sanction disciplinaire peut avoir pour conséquence la réduction du salaire. Votre employeur ne peut pas vous demander de payer une somme pour compenser ce que vous avez fait. Non. Mais toutefois, il peut réduire votre salaire parce qu'il a constaté que non, ce que vous avez fait là peut ralentir la bonne marche, ou peut faire perdre l'argent à l'entreprise. Paragraphe 2. Les obligations de l'employeur. Alors, l'employeur a des obligations dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. Les obligations de l'employeur dans le domaine du travail. L'employeur est tenu pour plusieurs obligations. Il a l'obligation de fournir le travail convenu. Ça veut dire que si vous vous êtes entendu pour un tel travail, vous avez signé un contrat de travail par exemple dans un laboratoire, vous êtes par exemple le responsable d'une tâche. Ça veut dire que après, lorsque vous signez, dans la pratique, vous devez accomplir cette tâche. Voilà pourquoi on dit qu'il a l'obligation de vous fournir le travail convenu. Le travail fourni par l'employeur doit correspondre à la qualification professionnelle et au lieu convenu entre les parties. L'employeur doit donner aux salariés les instructions et les moyens nécessaires à leur exécution. Il est tenu de traiter le salarié avec dignité. C'est-à-dire que lorsque vous signez un contrat pour telle tâche, et pour vous travaillez dans tel lieu, votre employeur doit les respecter, doit vous foutre dans la pratique, ça doit être la même chose. Vous ne pouvez pas signer pour un poste ou pour une tâche, alors dans la réalité on vous donne une autre tâche, ça c'est pas bon. Et le lieu, vous avez signé un contrat dans le contrat de travail, vous avez dit que vous travaillez à Wendy ou à Pointe-Noire. Alors, votre employeur, après la signature du contrat, vous envoie à Oussou. Non, c'est pas bon. Le lieu n'est pas convenu, ni la tâche aussi n'est pas convenue. L'employeur doit donner aux salariés les instructions et les moyens nécessaires à leur exécution. Ça veut dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour que vous accomplissiez votre tâche conformément à ce qui a été convenu. Il est tenu de vous traiter avec dignité, il ne doit pas vous insulter, il ne doit pas vous chiffonner. Le paiement de la rémunération du travail. La rémunération du travail est le salaire. C'est une contrepartie de la prestation du travail du travailleur. Comporte deux éléments. Donc, le salaire a deux éléments. Il y a le salaire de base. Il y a le salaire de base et les accessoires au salaire qui sont les avantages. Alors, le salaire de base qui ne peut être inférieur au SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimal interprofessionnel garanti. Donc, le salaire qu'on doit vous payer ne doit pas être en bas du SMIC, qui est le salaire minimal. Alors, au Congo, il y a une loi
Il y a un décret, on l'appelle le décret numéro 2008, par 942 du 31 décembre 2008, fixant la revalorisation du SMIC au Congo. Et cette loi-là a, a indiqué le salaire de base, qui est le SMIC, à 50 400 francs par mois. Dans le secteur privé, 50 400 francs par mois. Mais de l'autre côté, il y a au niveau de la fonction publique, on parle de 90 820 000. Ça, c'est le salaire de base, salaire brut, sans avantage, sans accessoire. Le salaire de base peut être calculé sur la forme de la durée légale du temps de travail ou sur les critères d'aptitude et de production de l'entreprise, salaire et rendement. Les accessoires, deuxième élément, les accessoires du salaire qui sont les avantages, sont librement négociés dans le cadre des conventions collectives ou des contrats individuels de travail. Il peut être en espèces, primes diverses, ou en nature, logement, nourriture, habillement et soins. Ça veut dire que les accessoires là, lorsque vous avez un salaire, par exemple, salaire brut qui est à 90 000 à 120 000, les avantages, ça peut être, on peut vous donner d'autres primes là-dessus pour monter votre salaire, pour gonfler votre salaire. Ça peut être en espèces, c'est une prime. Maintenant, en nature, on peut vous donner un logement, on peut vous donner quelque chose pour vos soins, on peut vous donner comment dirais-je, vous avez peut-être un centre hospitalier où on vous soigne gratuitement. Soit vous allez prendre les habits dans un magasin où l'employeur va payer. Prime de logement. Et comment on appelle ça? Et on a tué. Il y a le logement, il y a la nourriture, il y a l'habillement et les soins. Les modalités de paiement du salaire sont fixées par le code de travail. Alors, le salaire doit être payé à intervalles réguliers. Nous ne pouvons pas excéder un mois. Ça veut dire que chaque fin du mois, vous devez être payé. Lorsque vous avez un héritage de salaire, ça veut dire que vous avez fini tout le mois de janvier qui vient de finir d'ailleurs. À la fin, on ne vous paye pas. On ne vous paye pas. Alors que la loi dit le salaire doit être payé à intervalles réguliers. Nous ne pouvons pas excéder 2 mois. Donc ça veut dire quoi? La fin du mois de janvier vient de finir. On peut vous payer le 10, on peut vous payer le 5 ou le 15. Mais ça ne doit pas excéder un mois. Tout travailleur peut, sur sa demande, recevoir au bout de 15 jours un acompte portant sur la moitié de la quantité mensuelle de son salaire de base. Ça veut dire que vous pouvez demander une quinzaine à votre employeur. Si vous êtes payé par exemple à 400 000 francs le mois, vous demandez au bout de 15 jours, ce qu'on appelle une quinzaine. Vous faites demande à l'employeur de vous payer par exemple la moitié de votre salaire, le salaire qui est à 400 000, vous payez 200 000 francs CFA. Et comme la loi le dit si bien, vous demandez, alors le dit bien, tout travailleur peut, sur sa demande, recevoir au bout de 15 jours un acompte portant sur la moitié de la quantité mensuelle de son salaire de base. Le salaire est payé en espèces ou par virement bancaire. Il est interdit à l'employeur d'effectuer le paiement du salaire dans un débit de boisson. Ça veut dire que lorsque vous travaillez dans une entreprise, pas arrivé un soir où, pendant la pause, vous partez prendre un pot ou un jus, votre employeur est là avec vous, vous prenez le pot ou le jus avec lui, il décide de vous payer dans un bar. Non. Si vous payez dans un bar, vous l'utilisez. Vous utilisez votre salaire. Donc c'est interdit à l'employeur de vous payer dans un bar ou dans un magasin. Sauf si vous travaillez, si votre employeur c'est le bar. Sauf si votre employeur c'est le bar. Ou la cave ou quoi. Ou un magasin. Là, ceux qui travaillent dans un bar, c'est le lieu de service. Donc on doit vous payer dans votre lieu de service. Si c'est en main, on ne doit pas vous payer dans un bar. Mais si on vous paye dans un bar, vous pouvez acheter la boisson encore. Le salaire va finir. Alors il est interdit. Votre employeur doit vous payer dans votre lieu de service ou faire un virement. Donc quand c'est un salaire en espèces, il doit vous payer dans votre lieu de service. C'est interdit qu'il vous paye dans un bar ou dans un magasin. Sauf si vous travaillez dans ce local ou si vous travaillez là-bas. Le paiement doit être constaté par un bulletin de paye et par le registre des paiements constitués des duplicata des bulletins de paye. Au moment du paiement, l'employeur doit relever
toutes les retenues obligatoires à charge de les réserver aux organismes destinataires. Ça veut dire que si vous êtes affilié à la CNCS, dans votre salaire, ils doivent enlever la partie qui doit aller à la CNCS avant de vous payer. Parce que votre retraite, c'est vous, c'est votre argent qu'on enlève pour envoyer à la CNCS. Et c'est à la fin de votre carrière professionnelle que vous allez commencer à être payé pour cet argent. C'est pas l'employeur, c'est pas l'argent de l'employeur qu'on met là-bas. C'est votre salaire qu'on enlève une partie. Il y a des pourcentages, on va certainement le voir lorsqu'on va aller plus loin dans la deuxième partie qui porte sur la sécurité sociale. L'action en revendication du salaire et des indemnités liées à la rupture du contrat se prescrit en 3 ans. Ça veut dire que vous allez revendiquer votre salaire et les indemnités de la rupture du contrat. Vous avez un délai de 3 ans. Donc ça ne doit pas dépasser 3 ans. Lorsque vous voulez faire, vous devez faire dans un intervalle de 3 ans. Voilà pourquoi on dit l'action en revendication du salaire et des indemnités liées à la rupture du travail. C'est prescrit en 3 ans. Donc pendant 3 ans. Ça ne doit pas déborder. Ça ne doit pas être long. Ça ne doit pas déborder. Ça ne doit pas aller à 4 ans. La prescription triennale peut être interrompue par une réclamation écrite ou verbale du travailleur ou par une assignation au paiement. Le salaire est doublement protégé contre les créanciers du salarié et de l'employeur. Ça veut dire quoi? Comme au Congo, nous avons coutume d'aller chez les bailleurs fonds. Lorsque le salaire qu'on nous a payé à la fin du mois ne répond plus ou on n'a plus rien, on va voir un bailleur de fonds. On va voir un bailleur de fonds pour nous emprunter de l'argent. Cette opération-là s'appelle les GIE. Là, on va le voir que empruntez-moi telle somme. Il vous emprunte. Même l'employeur aussi peut emprunter. Il peut prendre un crédit à la banque. Alors, on dit que la loi dit que le salaire est doublement protégé contre les créanciers du salarié et du employeur. Ça veut dire que si vous devez à quelqu'un, au moment de payer votre salaire, votre employeur ne doit pas enlever l'argent que vous devez à votre bailleur pour vous donner la moitié. Il doit vous donner votre salaire. C'est votre engagement avec, ce sont vos problèmes, ça n'engage que vous et votre bailleur de fonds. Lui n'est pas là-dedans. C'est un tiers, il n'est pas là-dedans dans ce contrat-là. Lorsque vous avez contracté, lorsque vous êtes parti faire l'emprunt, il n'était pas là. Donc vous devez payer, il doit vous payer votre salaire en intégralité. C'est en ce moment-là que vous allez faire, vous allez aller vers votre bailleur de fonds pour aller, votre créancier pour aller restituer l'argent dû. Alors, l'employeur aussi peut prendre un crédit quelque part. Mais au moment de vous payer, si ces créanciers sont là, il doit d'abord vous payer. Après, il va gérer avec ses créanciers après. Ce n'est pas parce qu'il doit à quelqu'un qui doit vous priver, non. Vous travaillez pour avoir quelque chose à la fin du mois. Donc, il n'a pas le droit d'aller d'abord payer ses créanciers, finir, solder ses dettes envers ses créanciers, pour vous dire à la fin que monsieur, vous savez, nous, on avait une dette, on avait contracté une dette, vraiment, excusez-nous, non, c'est pas possible. Vous devez une réclamation, non, c'est pas possible. Donc, il a le droit de protéger votre salaire contre vos créanciers et ses créanciers. Il s'agit de l'employeur vis-à-vis de ses créanciers du salarié. La loi fixe la quantité disponible et accessible à tiers du salaire vis-à-vis des créanciers de l'employeur. Le travailleur bénéficie du super privilège du salaire en cas d'ouverture d'une procédure collective. Ça veut dire que même s'il doit à ses créanciers, et vous êtes le privilégié, il doit d'abord payer votre salaire. Il doit d'abord payer votre salaire. Avant que ses créanciers viennent l'embêter pour payer l'argent qu'il doit. Alors, troisième obligation. Après l'obligation du paiement de la rémunération et la protection du salaire, nous allons maintenant voir le respect de la durée de travail. L'article 105 du Code de travail congolais fixe la durée de travail à 40 heures par semaine au Congo. Au-delà de cette durée, tout travail effectué est considéré comme supplémentaire et rémunéré à
à un taux distinct des heures réglementaires. Ça veut dire qu'au Congo, si pendant une semaine, la loi a approuvé 40 heures, vous devez travailler pendant 40 heures. Si vous travaillez pendant 50 heures, les 10 heures de plus là sont considérées comme les heures sup et votre employeur doit vous payer ces heures. Vous ne pouvez pas, au Congo, la loi ne peut pas dire 40 heures, vous travaillez 50 heures, ne vous payez pas, c'est pas possible. Si vous travaillez 50 heures, vous allez réclamer qu'on vous paye vos heures supplémentaires. Le travailleur a droit à un repos hebdomadaire en principe les dimanches et les jours fériés. Ça veut dire que vous avez droit le dimanche généralement, on ne va pas travailler. Donc, vous devez vous reposer le dimanche. Mais votre employeur peut vous faire travailler le samedi. Mais il doit vous payer les heures sup. Bon, si votre entreprise travaille 6 jours la semaine, bon, mais je pense que c'est 40 heures parce que la loi a prévu 40 heures. Si vous travaillez 50 heures, 50 ou 45 heures, les 5 heures de plus là, il va vous payer les heures sup. Ce congé annuel, le travailleur a droit à un repos hebdomadaire en principe, les dimanches et les jours fériés, et à des congés payés en raison d'un jour et demi ouvrable par mois de service effectif. Ce congé annuel est destiné à permettre aux travailleurs de se reposer. Vous avez droit à un congé. Vous travaillez pendant une année. Bon, on peut vous mettre en repos pendant 3 ou 2 mois. Vous allez vous reposer parce que le travail pousse tellement. Alors, quatrième obligation, nous avons l'hygiène et la sécurité au travail. L'hygiène et la sécurité au travail. L'employeur est tenu de fournir le travail convenu dans un cadre sain que préserve la santé et la sécurité des travailleurs. Les mesures de sécurité à prendre par l'employeur dépendent de la nature des activités de l'entreprise. Alors, c'est pas parce que vous travaillez dans une entreprise que vous devez, votre état de santé doit se dépendre. L'employeur a l'obligation de vous mettre dans les conditions qu'il faut pour bien accomplir vos tâches, pour ne pas tomber malade à la fin. Donc, il a l'obligation d'assurer votre hygiène et votre sécurité au travail. Le contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité est assuré par le médecin et l'inspecteur du travail. Généralement, dans certaines entreprises, dans les grandes entreprises, ils ont souvent une infirmière, ou soit ils ont souvent des contrats avec les cliniques, où à chaque fois, à chaque fois, ce médecin-là vient contrôler l'hygiène, l'environnement. Est-ce que vous travaillez dans un bon environnement? Alors, est-ce que votre sécurité est assurée? Il doit assurer votre hygiène. C'est le médecin et l'inspecteur du travail qui est le contrôleur du secteur, qui est le contrôleur du travail, qui doit venir à chaque fois dans l'entreprise pour vérifier si vous travaillez dans les conditions qu'il faut. Ces derniers sont tenus de faire des visites périodiques, programmées et inopinées dans l'entreprise. Donc, ils peuvent programmer. Tel jour, nous allons passer dans l'entreprise pour vérifier les conditions. Ils peuvent aussi arriver sans prévenir. Ils viennent comme ça. Voilà pourquoi on dit inopiné. Ils viennent dans l'entreprise pour vérifier les conditions d'hygiène et de sécurité. Alors, B, nous allons B, les obligations de l'employeur dans le domaine de la sécurité sociale. On avait les obligations de l'employeur vis-à-vis dans le domaine plutôt du travail. Le domaine du travail. Mais là maintenant, c'est les obligations de l'employeur dans le domaine de la sécurité sociale. L'employeur a l'obligation de matriculer d'affilier ses travailleurs à la CNSS, qui est une caisse nationale de la sécurité sociale. Le travailleur immatriculé reçoit un livret d'assurance et la CNSS lui ouvre un dossier qui enregistre ses périodes de cessation d'activité.
Donc, votre employeur a cette obligation-là de vous affilier à la synthèse. Parce que vous travaillez pendant une vie. À la fin de votre carrière, là, vous devez payer au moins. Ça veut dire que c'est votre argent. Lorsque vous êtes en activité, on enlève une partie qui va aller à la synthèse. Qui va chaque fin du mois, on va enlever dans votre salaire une partie. On va garder la synthèse. C'est à la fin que vous serez payé. C'est cette somme, cet argent-là qui va constituer votre retraite. Maintenant, lorsque cette opération est faite, lorsque vous affiliez à la synthèse, vous devez recevoir un livret d'assurance. Et la CNCS va ouvrir un dossier qui enregistre cet argent que vous allez verser à chaque fois. Et il va ouvrir un dossier qui va enregistrer la fin de votre activité professionnelle. L'employeur doit également payer les cotisations patronales et salaires. Bien que les cotisations salariales soient payées par l'employeur, elles sont en définitive supportées personnellement par le travail. Ça veut dire que c'est votre argent, c'est lui qui vous a affilié là-bas. C'est lui qui va vous faire enregistrer à la CNCS. Mais ce n'est pas l'argent de l'entreprise, c'est dans votre salaire là quand vous enlevez une petite somme, quand vous envoyez là-bas chaque fin du mois. Et cet argent-là va constituer votre retraite. L'employeur est tenu de déclarer à la CNCS tous les risques encourus par ses employés et dont il a connaissance. Cette déclaration doit être suivie par la constitution du dossier qui permettra aux travailleurs d'assurer, de bénéficier des prestations. Alors, d'un côté, nous avons vu l'exécution du contrat de travail par l'employeur. Parce que dans cet accord, qui est le contrat de travail, nous avons deux types de personnes. D'un côté, nous avons l'employeur et de l'autre côté, nous avons l'employé. Les deux là vont collaborer ensemble pendant, si c'est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, pendant une période, ils vont collaborer. Chacun, comme on l'a su bien le dire, que le contrat de travail est parmi les caractères qui était contrat de travail. Et le contrat de travail est un contrat synalagmatique. Ça veut dire qu'il fait naître les deux obligations entre les deux parties. Chacun a ses droits, chacun a ses obligations. Nous avons ébauché les obligations, détaillé les obligations et les droits et obligations de l'employeur. Maintenant, dans la section 2, nous allons voir l'exécution du contrat de travail par le travail. Cette exécution-là passe par les droits du travailleur et ses obligations. Alors, comme l'employeur, le travailleur a des droits et des obligations. Paragraphe 1. Les droits du travailleur. Dans l'ensemble, les obligations de l'employeur constituent les droits du travail. Ça veut dire que dans la relation contractuelle, les obligations de l'autre partie doivent forcément constituer vos droits. Voilà pourquoi on a su bien le dire. Dans l'ensemble, les obligations de l'employeur constituent les droits du travailleur. C'est la conséquence du caractère synalagmatique du contrat. Le droit à la rémunération, vous devez être payé. Le droit à un cadre de travail décent. Ça veut dire que votre hygiène et votre sécurité doivent être respectés. Le cadre de travail doit être propice à la santé des travailleurs. En plus, les bureaux et les ateliers. L'employeur doit aménager et entretenir au sein de l'entreprise les lieux et les repos et d'aisance. Le droit au respect de la dignité. Votre employeur ne doit pas vous insulter, il ne doit pas vous traiter il ne doit pas vous chosifier ou vous traiter avec dédain. Il doit respecter votre dignité. Le travailleur ne doit pas faire l'objet d'injures et de mépris sur les lieux de travail et même en dehors de l'entreprise. Cette obligation importe également sur sa vie privée. Il doit respecter votre vie privée. C'est pas parce que vous travaillez chez quelqu'un qu'il a l'audace et le courage de vous insulter, de vous chosifier, de vous insulter. Non, vous devez vous cesser interdit par la loi. Dès lors qu'il le fait, vous pouvez le poursuivre parce qu'il apporte atteinte à votre vie privée. Alors,
À côté des droits, nous avons les obligations du travailleur. Le travailleur est tenu d'une obligation matérielle et de plusieurs obligations morales. L'obligation matérielle. L'obligation matérielle du travailleur consiste à exécuter la prestation convenue. Si vous avez signé le contrat et que vous devez gérer, par exemple, un service, alors vous devez exécuter cette tâche-là. Voilà pourquoi on dit l'obligation matérielle du travailleur consiste à exécuter la prestation convenue. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas respecté le contrat. Cette prestation ayant un caractère personnel, veut dire que c'est vous-même, parce que parce qu'on dit que le contrat de travail est un tissu personnel. En considération de la personne du parti, c'est vous-même qui allez accomplir cette tâche. Voilà pourquoi on dit cette prestation ayant un caractère personnel, le travail ne peut se faire remplacer dans son exécution sans l'accord de l'employeur. Vous devez l'accomplir vous-même. Le principe, c'est que, parce qu'en droit, tout principe a une exception. Le principe est que vous devez le faire vous-même. Mais l'exception que vous pouvez demander l'autorisation à à votre employeur que non, je me sens pas bien, je suis peut-être malade, je serai malade je suis malade, je vais peut-être observer une période. Alors à ce moment-là, vous pouvez demander à votre employeur, est-ce qu'il est possible qu'un ami ou un frère accomplisse ou un autre collègue accomplit cette tâche à ma place. S'il dit oui, cette personne va venir le faire, mais s'il dit non, vous devez le faire vous-même. C'est ça le principe, c'est un tissu personnel, c'est vous-même. L'exception est que vous pouvez demander son autorisation pour qu'une personne vous subroge. Il doit exécuter sa tâche avec diligence et évitant toute perte de temps et tout gaspillage. Ça veut dire que vous devez le faire avec probité. Vous devez le faire, vous devez gérer votre tâche, vous devez l'accomplir en tant que bon père de famille. Sa compétence professionnelle est jugée à travers son aptitude à exécuter les tâches confiées. Donc, ça veut dire que vos compétences professionnelles sont jugées par rapport, aux aptitudes que vous exécutez. Par rapport à votre attitude plutôt à exécuter les tâches. Alors, vous jugez vos compétences professionnelles par rapport à votre aptitude à accomplir la tâche qui vous a été confiée. Et sinon, et si son rendement n'est pas satisfaisant, son employeur peut le licencier pour insuffisance professionnelle. Ça veut dire que si vous devez gérer, par exemple, la carrière où vous êtes directeur des ressources humaines et que vous travaillez mal et que vous n'arrivez pas à accomplir vos tâches comme il faut. Ce fait est constitué comme euh, une insuffisance professionnelle. Alors, dès lors que cette insuffisance professionnelle est constatée, votre employeur peut vous licencier. Votre employeur peut vous demander, monsieur, en tout cas, nous avons observé que vous vous brouillez par une insuffisance professionnelle. Alors, cher monsieur, nous allons nous séparer de vous. On vous licencie. Parce que cette insuffisance professionnelle va retarder, va perdre de l'argent à l'entreprise. Parce que l'entreprise est faite, par exemple, l'entreprise est faite pour gagner, pour produire et gagner. Mais vous venez, vous n'êtes pas compétent, mais vous avez quand même signé un contrat de travail et que vous n'arrivez plus à accomplir la tâche qui vous a été donnée. Non, vous serez licencié. Le travailleur est responsable vis-à-vis de l'entreprise des dommages causés dans l'exécution de sa tâche et peut être condamné à la réparation. Si, par exemple, dans l'exercice de votre travail, vous pouvez casser quelque chose, ou soit vous pouvez casser quelque chose, alors en ce moment-là, vous devez réparer. Donc, vous êtes responsable des dommages que vous causez. À ce moment-là, vous allez réparer le tort. Toutefois, pendant la notion, toutefois, partant de la notion de risque, la jurisprudence présume la bonne foi du travailleur dans l'exécution de sa tâche et sa responsabilité généralement engagée en cas de faute lourde. La jurisprudence, c'est quoi? C'est l'ensemble des décisions du juge. Donc, ça veut dire que cet ensemble, il a été une décision prise par le juge. Ça veut dire que l'ensemble des décisions part de la notion en parlant de la notion de risque, et il voit plutôt
la bonne foi du travailleur dans l'exécution de sa tâche et la responsabilité généralement engageant pas de faute lourde. Donc, vous voir votre responsabilité vis-à-vis de cette faute lourde. L'obligation morale, après l'obligation matérielle, nous avons l'obligation morale. Le travailleur est soumis à plusieurs obligations morales qui se traduisent en devoir, à savoir le devoir d'intégrité. Le travailleur doit exécuter sa tâche avec probité. Le devoir de vous devez être intègre dans votre tâche. Alors, on parle du devoir d'intégrité. Le travailleur doit exécuter sa tâche avec probité. La violation du devoir d'intégrité est punie sur le plan pénal et professionnel. Professionnellement, il s'agit d'une faute lourde, légitime. Faute lourde, légitimement, c'est une faute, la faute lui constitue, la faute lui constitue le licenciement. C'est une cause. La faute lui constitue une cause légitime du licenciement, sans préavis ni indemnité rattachée au licenciement. Ça veut dire que dès lors que vous commettez une faute lourde, on ne doit pas respecter le délai de préavis. Donc, vous n'avez pas l'indemnité rattachée au licenciement, automatiquement on vous met out. On vous met out, game over, vous êtes à la porte. Finalement, la violation de ce devoir constitue un délit de corruption. Voilà. Quand vous ne respectez pas, c'est déjà un délit de corruption. Le devoir d'obéissance, ça fait partie des obligations morales. Le devoir d'obéissance, c'est la conséquence logique du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. Alors, nous avons vu que la caractéristique principale du contrat de travail, c'est le lien de subordination. Vous travaillez sur la direction, sur l'autorité d'un employeur, vous devez le respecter. Voilà pourquoi le devoir d'obéissance est caractérisé par le lien de subordination. C'est la conséquence logique du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. Le travailleur est tenu d'exécuter convenablement les instructions reçues dans le cadre de son activité professionnelle. Vous devez respecter les instructions et les ordres qu'on vous donne pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, dès lors que vous ne les respectez pas, ça constitue une subordination. C'est une subordination. Tout comportement insolite, subordination, injure, à l'accord à l'égard de l'employeur plutôt. Donc, tout comportement insolite à l'égard de l'employeur est constitutif de faute lourde, motif légitime de licenciement. Dès lors que vous insultez votre employeur, vous ne respectez pas ses instructions ou ses ordres, en tout cas, cette insubordination et ces injures vont caractériser, vont être considérés comme une faute lourde. Faute lourde, c'est un motif légitime de licenciement. Vous n'avez pas droit au délai de préavis. Vous n'avez pas droit aux indemnités rattachées au licenciement. Alors, le devoir de respecter la discipline de l'entreprise. Le travailleur doit se soumettre aux dispositions du règlement intérieur. Le règlement intérieur, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de textes qui organisent le fonctionnement de l'entreprise. Ça veut dire que c'est votre loi. C'est la loi. C'est votre loi. Vous devez respecter. C'est la loi qui organise le fonctionnement de l'entreprise. Vous devez respecter ce règlement intérieur. Voilà pourquoi on a suivi l'étude. Le devoir de respecter la discipline de l'entreprise. Le travailleur doit se soumettre aux dispositions de l'employeur. Doit se soumettre aux dispositions plutôt du règlement intérieur, des circulaires et aux autres notes de service qui définissent les règles à suivre dans l'entreprise. Vous avez le devoir de respecter ça. Il doit également se conformer aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la santé du travail. Ainsi, le refus de porter un dispositif obligatoire de sécurité peut être constitué comme une faute lourde. Si vous travaillez dans une industrie, par exemple, qui fabrique des substances ou qui travaille et qui utilise des substances dangereuses, vous devez porter
un dispositif de sécurité obligatoire. Par exemple, les agents de la NCD, qui vont peut-être, les agents qui vont peut-être monter sur les poteaux. On va vous demander de porter le combinaison. On vous demande de porter les chaussures, les chaussures de sécurité. Là. Si vous ne le faites pas, cela constitue une faute lourde. Vous n'avez pas respecté les instructions. Alors, le devoir de garder le secret professionnel. Vous avez le droit de garder le secret professionnel. Le travailleur doit s'abstenir de divulguer les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation propres à l'entreprise. Si vous travaillez à la brasserie, vous n'avez pas le droit. Vous travaillez là où, dans le secteur où on fabrique, par exemple, des produits chimiques, vous n'avez pas le droit d'aller divulguer ces secrets-là. D'aller dire, d'aller. Non, vous devez garder ces secrets-là, c'est pour la production de l'entreprise. Vous devez garder ça. Vous êtes loyal envers l'entreprise. Cette obligation s'impose lorsqu'il est en activité et même après la cessation de son contrat de travail. Ça veut dire que si vous avez travaillé au brasserie, dans le département ou dans le secteur où on fait des mélanges, vous avez certainement connaissance de ces mélanges. Vous n'avez pas le droit pendant pendant votre exécution du contrat de divulguer ces informations ou après. Parce que si vous le faites, l'entreprise a le droit de vous poursuivre. A le droit de vous poursuivre, ça devient un devoir, vous devez le respecter. Même après votre contrat de travail, vous devez le respecter. Vous êtes loyal. Le devoir de non-concurrence. Le travailleur consacre toute son activité professionnelle à son entreprise, sauf dérogation prévue au contrat de travail. En dehors de son temps de travail, il n'est pas autorisé de développer des activités de nature à faire concurrence à l'entreprise. Le travail aux brasseries. Vous parler, c'est un autre job pour les gens qui fabriquent, par exemple, qui sont en concurrence avec les brasseries. Si vous travaillez, par exemple, à Coca-Cola, vous ne pouvez pas aller travailler peut-être à Pepsi. Non. Parce que Pepsi, c'est le concurrent de Coca-Cola. Vous ne pouvez pas aller travailler là-bas, par exemple. Parce que si vous allez travailler, vous partez là-bas, vous développez ces activités, ou soit vous travaillez au brasserie, vous voulez créer votre brasserie, pendant que vous travaillez à la brasserie, vous fabriquez votre brasserie, vous fabriquez la boisson. Ça, c'est déjà vous toucher au devoir de non-concurrence. Vous n'avez pas le droit. Parce que vous avez certainement les formules que vous avez appris là-bas, vous allez les développer là-bas. En dehors de son temps de travail, il n'est pas. Voilà. En effet, le code de travail permet aux parties d'insérer dans le contrat de travail une clause de non-concurrence. C'est une dispositif, un titre dans votre contrat que vous allez dire que nous travaillons comme ceci, comme cela. Vous ne devez pas devenir notre concurrent pendant la vie du contrat, pendant cette période d'exécution. Alors, voilà pourquoi cette clause doit être là dans le contrat. Pour vous interdire à développer une activité similaire à celle que vous faites dans l'entreprise. Une clause de concurrence. En effet, le code de travail permet aux parties d'insérer dans le contrat de travail une clause de non-concurrence qui entre en jeu à la rupture du contrat de travail si elle est imputable au travail. Peut être valable à la cause de non-concurrence. Peut être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l'espace. La durée ne doit pas être supérieure ou égale à 1 an. Ça veut dire que si vous travaillez dans une entreprise, voilà pourquoi la loi autorise les parties à insérer cette clause. Cette clause-là va entrer en jeu à la rupture du contrat de travail. Ça veut dire que vous travaillez dans l'entreprise. Dès lors que le contrat a pris fin, vous allez respecter 1 an après pour développer une activité qui est semblable à celle que vous avez appris là-bas. Certainement, vous devez apprendre des choses. Mais si vous voulez développer une activité qui va entrer en concurrence, ou bien une activité qui est semblable à l'activité que vous avez exécutée dans votre entreprise, vous avez produit certainement, si vous avez des formules ou une politique vous avez appris une politique qui va dans le même sens que la politique de l'entreprise, vous devez respecter 1 an avant de créer, de commencer à faire votre activité.
et dans un rayon de 50 mètres. Ça veut dire que pendant les 50 mètres, si euh, vous avez mis votre activité au rond-point Mongali, vous avez peut-être votre travail était au rond-point Mongali là, au niveau du rond-point. Vous, si vous voulez créer une activité similaire, vous devez peut-être aller à Poto ou au plateau. Donc vous devez respecter un rayon de 50 mètres. Donc, à partir de 60 mètres, vous pouvez créer une activité similaire. Mais cette clause de non-concurrence va entrer en jeu, va commencer à avoir des effets qu'après un an. Vous devez respecter un an. Pendant un an, vous ne pouvez pas créer une activité semblable. Pendant un an et dans un rayon de 50 mètres, vous devez respecter un délai d'un an avant de créer une activité semblable. Alors, mesdames et messieurs, nous avons, nous sommes arrivés au terme de ce chapitre qui porte sur l'exécution du contrat de travail. Alors, dans cette exécution du contrat de travail, nous avons vu dans la première section l'exécution du contrat de travail par l'employeur. L'employeur a le pouvoir. Nous avons parlé du pouvoir disciplinaire, du pouvoir, et nous avons parlé du pouvoir de direction de gestion, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir réglementaire. À côté de ces pouvoirs, nous avons les obligations. Les obligations dans le domaine du travail et les obligations dans le domaine de la sécurité sociale. Après, nous avons encore vu les droits et obligations, plutôt l'exécution du contrat de travail par le travailleur. Le travailleur a des droits et des obligations. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés